Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des polyèdres platoniciens et donc de leur groupe d'isométrie. Alors, c'est une application de la théorie des groupes à la géométrie, et c'est donc assez amusant et ludique et visuel. Donc, une première chose, on va définir ce que c'est qu'un polyèdre. Donc un polyèdre convexe borné pour l'instant, c'est simplement une figure de l'espace à trois dimensions que l'on peut obtenir par intersection de demi-espaces. Il faut en plus que la distance entre deux points quelconques de cette intersection soit bornée, donc qu'il y ait une distance maximale. Donc c'est juste ce qu'on imagine, c'est vraiment les polyèdres usuels. Et un tel polyèdre est dit platonicien, en fait, s'il admet des symétries de façon naturelle. C'est-à-dire, premièrement, tous les sommets sont équivalents, c'est-à-dire que pour toute paire de sommets, il y a une isométrie qui échange ces sommets. Toutes les arêtes sont équivalentes, c'est-à-dire qu'on peut échanger toutes les arêtes entre elles, et toutes les faces sont équivalentes aussi, il existe une isométrie qui les échange. Avec ces propriétés, en fait, on a la propriété de régularité, c'est-à-dire qu'autour de chaque sommet, il y a toujours les mêmes nombres de faces, les mêmes nombres d'arêtes, etc. Et les faces sont toutes identiques, les sommets sont tous identiques, les arêtes sont tous identiques. Les faces sont régulières, etc. Alors, il y a un premier théorème sur les polyèdres convexes bornés, c'est la relation d'Euler. Alors cette relation se généralise bien plus que ce qui est écrit là, c'est-à-dire on peut remplacer convexe par connexe, en fait, simplement connexe, mais ça c'est, disons, un peu plus avancé. On n'a pas besoin qu'il soit vraiment convexe, en fait. Donc si on note grand S le nombre de sommets, grand A le nombre d'arêtes et grand F le nombre de faces, vous connaissez certainement cette identité, le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est égal à 2. Toujours. Alors, on va voir une démonstration de cette chose-là. Donc on va prendre deux personnages. Bon, ici à droite une planète, la planète polyèdra. Donc c'est un polyèdre, tout simple. Alors il y a une face qui est un pentagone, il y a une face qui est un quadrilatère, il y a des triangles, etc. Donc la planète polyèdra, en fait, il y a deux personnes qui vivent sur cette planète, Simon et Fabrice. Alors Simon, lui, c'est le propriétaire de tous les sommets. Et Fabrice, c'est le propriétaire de toutes les faces, le roi des faces. Et Simon et Fabrice se détestent, complètement. Mais il y a une loi qui les empêche en fait de trop se chercher une noise, ils ne peuvent pas s'emmurer mutuellement, c'est-à-dire Fabrice doit pouvoir passer d'une face à l'autre sans difficulté, et Simon doit pouvoir passer d'un sommet à l'autre sans difficulté. Et Simon entreprend en fait de privatiser des arêtes afin de pouvoir atteindre chacun des sommets, et Fabrice privatise les autres arêtes, et en fait il les détruit pour empêcher Simon de passer, et ça lui permet donc de traverser lui d'une face à une autre. Donc Fabrice a la possibilité de passer d'une face à une autre par toute arête qui n'est pas occupée par Simon, et Simon a la possibilité de passer de tout sommet à un autre par une arête qui lui appartient à lui et qui donc n'est pas privatisée par Fabrice. Disons qu'il construit un mur pour ça. Il construit des murs autour des arêtes, comme ça il est tranquille. Fabrice ne risque pas de passer par là, et lui par contre il ne pourra pas passer par les arêtes de Fabrice. Donc ce que ça entraîne, c'est qu'il leur est impossible à l'un ou à l'autre d'entourer totalement une face, donc Simon ne peut pas murer tout le tour d'une face, il ne peut pas faire de cycle en fait, car s'il y a un cycle, il y a des faces qui sont isolées, ou des ensembles de faces donc, qui sont disjoints, donc Simon ne peut absolument pas faire de boucle. Et Fabrice, c'est pareil, lui, il ne peut pas faire de boucle non plus, sinon il isolerait des sommets. Bien, maintenant, donc ça nous donne, donc en rouge ici, on a les arêtes qui appartiennent à Simon, et en bleu, les arêtes que Fabrice a détruites, donc par lesquelles Simon ne peut pas passer. Cela donne donc, par exemple, pour cet exemple-là, ce schéma, de ce plan en fait des faces de Fabrice, donc en trétillé sont les arêtes qu'il a détruites, et les arêtes pleines sont donc des arêtes qui appartiennent à Simon, et donc Fabrice ne peut pas passer par là.
Et du même côté, le domaine de Simon, lui, c'est un ensemble d'arêtes qui sont reliées, un ensemble de sommets qui sont reliés par des arêtes, les arêtes qui lui appartiennent. Donc on s'aperçoit, ceci s'appelle un arbre en particulier, et ça aussi en fait c'est un arbre. Si on prend les sommets les milieux des faces, et qu'on essaie de les relier entre elles, ça nous donne un arbre aussi. Alors pour puisque ce sont des arbres, en fait, il y a une propriété extrêmement simple. Regardons le plan de Simon ici. Donc Simon, disons qu'il part d'un sommet de D ici. Chaque fois qu'il ajoute un sommet à sa collection, il ajoute une arête, et une seule. Comme il n'y a pas de cycle, il est obligé d'ajouter une arête, et il ne peut pas en ajouter deux, et il ne peut pas en ajouter zéro. Donc pour lui, il est obligé donc d'ajouter une arête à chaque fois qu'il ajoute un sommet à son domaine. Ce qui veut dire qu'il y a exactement une arête de moins que de sommet, ou un sommet en plus que d'arête, parce qu'il peut partir d'un seul sommet et ensuite il construit chaque autre sommet qu'il atteint entraîne la privatisation d'une arête. Pour Fabrice, c'est pareil, si on prend ici sa face de départ, chaque fois qu'il ajoute une face à sa collection, il est obligé de détruire une arête. Mais une seule à chaque fois. Une et une seule. Donc ça veut dire aussi que le nombre d'arêtes de Fabrice est exactement un de moins que le nombre de faces. Ou que le nombre de faces de Fabrice est un de plus que le nombre d'arêtes qu'il a détruites. Et finalement, toutes ces arêtes, qu'elles soient privatisées par Simon ou détruites par Fabrice, ce sont toutes les arêtes du polyèdre. Il n'y en a pas une seule qui peut être isolée, parce que sinon il pourrait continuer. L'un des deux pourrait la réclamer. Au final, le nombre de sommets et de faces, donc S plus F, c'est les arêtes de Simon plus 1, plus les arêtes de Fabrice plus 1, ce qui nous fait les arêtes tout court plus 2. D'où cette formule qui est là. Simon, les sommets moins les arêtes plus les faces égale 2. Donc cette démonstration, c'est une démonstration par arbre couvrant. En fait, il y a beaucoup d'autres démonstrations de cette propriété, il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Ça, je pense que c'est une des façons les plus simples et surtout les plus généralisables. Alors, considérons maintenant un polyèdre platonicien. On va réutiliser cette relation de l'air plus tard, vous verrez. Donc un polyèdre platonicien, tout n'a que des faces qui sont des polygones réguliers. Et tous ces polygones, en fait, ont le même nombre de côtés. Alors on va appeler P le nombre de côtés d'une face quelconque. Et tous les sommets étant équivalents, il y a exactement le même nombre de faces qui se rencontrent à un sommet. On va appeler Q ce nombre de faces. Remarquez que c'est aussi le nombre d'arêtes qui se rencontrent là. Ensuite, P et Q doivent être plus grands ou égaux à 3. Pourquoi? Si on a un sommet sur lequel il n'y a que deux faces, c'est pas un vrai sommet, c'est plat. Et s'il y a si on a moins de 3 faces, on ne peut pas vraiment parler d'un polyèdre. Enfin, si on a des faces qui ont deux côtés, c'est pas très facile. Imaginez un polygone régulier à deux côtés. Formellement, il existe, mais il n'est pas réalisable en géométrie euclidienne. Donc, il faut au moins des faces qui ont 3 côtés au minimum, et en chaque sommet, il faut au moins 3 faces. Donc, on appelle ça, la donnée de P et de Q, on appelle ça le symbole de Schläfli. Alors, Schläfli, c'est un mathématicien suisse, et ici, on note ça comme si on notait un ensemble, mais ça n'est pas un ensemble. L'ordre est important ici. C'est une notation. Il y a d'autres notations qui sont peut-être un peu plus heureuses, mais celle-ci est utilisée très couramment. Alors, les symboles de Schläfli, le symbole de Schläfli d'un polyèdre régulier, en fait, détermine totalement le nombre de sommets, d'arêtes et de faces via ces formules qui sont là. Alors, on va voir pourquoi. C'est une preuve de combinatoire ou aussi de théorie des graphes. Elle est assez facile. Chaque face, considère une face, chaque face a P arêtes. Donc si je compte le nombre d'arêtes en disant pour chaque face, je multiplie par le nombre d'arêtes de chaque face, donc j'obtiens F fois P, j'ai compté toutes les arêtes, mais j'ai compté peut-être trop de fois.
Alors combien de fois a-t-on compté en trop? Comme chaque arête est utilisée par deux faces, elle a été comptée deux fois. Donc ça veut dire que le nombre de faces fois P est égal à deux fois le nombre d'arêtes. En comptant les arêtes, en comptant les arêtes par face, on a compté deux fois trop. Maintenant, on peut faire la même chose avec les sommets. Donc chaque face a P sommets. Ce sont des polygones réguliers. Et chaque sommet a peut-être été compté un trop grand nombre de fois. Combien de fois a-t-il été compté chaque fois qu'il est utilisé par une face? Or, autour d'un sommet, il y a Q faces. Donc, le nombre de faces fois P est égal à Q fois le nombre de sommets, QS. Donc, FP égale QS. Avec ces deux relations, FP égale 2A et FP égale QS, on va pouvoir utiliser l'identité de l'aire. Alors là, j'ai pas envie de faire des fractions, donc j'ai pris l'identité de l'aire qui est ici, et j'ai tout multiplié par 2Q. Donc si on multiplie tout par 2Q, on obtient 4Q, donc 2 fois 2Q, 4Q égale 2Q fois S moins 2Q fois A plus 2Q fois F. Maintenant, on sait que QS c'est FP, donc ici on obtient 2PF. On sait que 2A c'est FP aussi, donc on obtient QPF ici. Et ici on laisse tranquille. On voit qu'on peut mettre le nombre de faces en évidence, donc on obtient que 4Q c'est 2P plus 2Q moins PQ fois F. Et donc on peut isoler F, F c'est 4Q sur 2P plus 2Q moins PQ. Et puis avec ça, on peut récupérer le nombre d'arêtes. Donc on multiplie par P, on divise par 2. Ça nous fait 2PQ sur 2P plus 2Q moins PQ. Et même chose avec le nombre de sommets, on divise par Q et on multiplie par P. Ça nous fait que le nombre de sommets, c'est 4P sur 2P plus 2Q moins PQ. Voilà, on a donc déterminé totalement le nombre de faces, d'arêtes et de sommets à partir des symboles de Schläfli. Alors quelques remarques. D'abord, considérons un polygone régulier qui a P côtés. Ce polygone, on peut mesurer l'angle entre deux côtés, c'est 1 moins 2 sur P fois pi. Donc pi moins 2 pi sur P si on préfère. Donc ça c'est un problème de géométrie euclidienne extrêmement simple. Vous n'avez qu'à dessiner un polygone, vous regardez l'angle au centre et vous regardez l'angle, vous en déterminez l'angle entre deux côtés. En un sommet du polyèdre, il y aura Q angles de cette forme-là qui vont se rencontrer et doivent se replier. Alors pour pouvoir se replier, pour ne pas rester plat, il faut que la somme de ces angles soit plus petite que strictement plus petite que 2π. Donc Q fois 1 moins 2 sur P fois pi doit être strictement plus petit que 2π. Donc on peut simplifier par pi, donc Q fois 1 moins 2 sur P doit être strictement plus petit que 2. Bon, alors comme P est au moins 3, il va falloir que Q soit plus petit ou égal à 5. Sinon, on va contredire ça. Parce que ceci, 1 moins 2 sur P, va être au moins un tiers. Donc il faudra que Q sur 3 soit strictement plus petit que 2, donc Q doit être plus petit ou égal à 5. Ensuite, on remarque une autre chose, c'est que les symboles de Schläfli, si on regarde les formules ici, P et Q sont interchangeables. Toutes ces formules sont symétriques en P et en Q. Alors qu'est-ce qui se passe quand on échange P et Q? En fait, les faces deviennent les sommets et les sommets deviennent des faces. C'est ce qu'on appelle le polyèdre dual. Alors le polyèdre dual, on l'obtient très facilement. On prend toutes les faces d'un polyèdre, leur milieu, et le polyèdre engendré correspondant à ces points au milieu des faces donne un nouveau polyèdre régulier, et dont le symbole de Schläfli est QP. Donc si on part de PQ, on obtient QP. C'est donc la notion de polyèdre dual. Et ainsi, puisque les rôles de P et Q sont interchangeables, il faut aussi que P soit plus petit ou égal à 5. Donc on sait que P peut prendre les valeurs 3, 4, 5 et Q peut prendre les valeurs 3, 4, 5. Sans ça, ça ne marche pas. Et puis en fait, pour 4, ça ne peut pas être 5, ça ne peut pas être 4 non plus. Enfin, c'est facile ensuite d'éliminer des cas. Alors si on regarde donc les cas, si on prend P égale 3, donc on part de triangle ici, et on dit qu'il y a 3 triangles qui se rencontrent, alors le nombre de sommets c'est 4, l'arête 6 est de face 4, et on obtient ce qu'on appelle le tétraèdre, 4 faces. Pour des triangles équilatéraux,
des faces en forme de triangle équilatéraux et 4 faces par sommet, on peut encore, ça nous fait 6 sommets, 12 arêtes, 8 faces octaèdres, ça c'est l'octaèdre. Si on a maintenant 5 triangles équilatéraux en chaque sommet, ça nous fait 12 sommets, 30 arêtes, 20 faces, c'est l'icosaèdre. Ico, ça veut dire 20. Icosa veut dire 20. Maintenant, si on prend des faces qui sont des carrés, alors 2 carrés ne vont pas suffire, il faut au moins 3 carrés. Donc 3 carrés, ça nous donne 8 sommets, 12 arêtes, 6 faces, et c'est le fameux hexaèdre qu'on baptise plutôt cube. Maintenant, 4 carrés, ça ne va pas être possible, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se replier. Prenons ensuite des pentagones. Alors des pentagones, si on en met 3 par sommet, on peut y arriver, ça nous fait 20 sommets, 30 arêtes, 12 faces. C'est ce que nous donnent les formules à côté. Et donc 12 dodécaèdres, c'est un polygone qui a 12 faces pentagonales. Et puis au-delà, on ne peut plus. 5, 4, on n'arrive pas. Ça dépasse les 360 degrés autour du sommet, donc on n'arrive pas à en faire un polyèdre. Alors montrons, disons, ces polyèdres. Voici le fameux tétraèdre. Ici, voici le fameux tétraèdre. Donc, cette pyramide à base triangulaire. Voilà, dont toutes les faces, qui a 4 faces qui sont des triangles équilatéraux. L'octaèdre ici, dont toutes les faces sont triangulaires, donc c'est la forme du diamant par exemple. Voici le cube. Le dodécaèdre, un peu trop près. Voilà. Bon, c'est pas grave s'il tourne pas juste. Voilà, le dodécaèdre, donc 12 faces pentagonales. Et l'icosaèdre, ici, 20 faces triangulaires. Alors, on avait dit qu'il y avait des figures qui étaient duales, alors c'est le cas, le cube contient un octaèdre ici, en prenant le milieu des faces. Et si on prenait le milieu des faces de l'octaèdre, on obtiendrait le cube. Et prenons l'icosaèdre, et si on prend le milieu des faces, on obtient le dodécaèdre. Alors, on va maintenant prendre chacun de ces polyèdres platoniciens et essayer de déterminer son groupe des isométries, c'est-à-dire des transformations qui préservent les distances et qui les préservent eux. Alors commençons par le groupe du tétraèdre. Ça sera changer un petit peu la vue. Voilà. Voilà, alors voici le tétraèdre. Le tétraèdre, en fait, excusez-moi. Le tétraèdre, en fait, si on s'aperçoit que son groupe des isométries va permuter les sommets entre eux, donc ça veut dire que c'est un sous-groupe de S4. Ensuite, on peut faire ça de différentes façons, mais à chaque transposition, à chaque symétrie, correspond des transpositions, et des transpositions correspondent à une symétrie. Donc le groupe du tétraèdre, c'est vraiment tout S4, car il y a toutes les transpositions possibles qui sont réalisées par une symétrie. Une autre façon de le voir, c'est de considérer cette petite cellule rouge là à l'intérieur du tétraèdre, et on s'aperçoit que en fait il y a 24 petites cellules de ce genre-là. Alors pourquoi? Parce que sur chaque face, en fait, il y en a 6, et comme il y a 4 faces, ça en fait 24. Il y a 24 petites cellules de ce genre, et on s'aperçoit qu'on peut se promener le long de chaque face par symétrie. Si on fait une symétrie ici, on obtient la cellule ici. On peut faire une symétrie par ça, on obtient la cellule ici, etc. Donc on peut promener cette cellule le long de toute la face. Et ensuite, par une symétrie ici, par la symétrie par cette face-là, on peut l'envoyer sur une autre face. Donc on est capable d'envoyer cette petite cellule rouge sur n'importe laquelle des petites cellules qui lui sont apparentées. Et en tout, il y en a 24.
Elle détermine totalement l'isométrie, puisque toutes les longueurs ici sont différentes, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Elle repère totalement l'isométrie, et donc ceci nous dit qu'il y a 24 exactement transformations, 24 éléments dans le groupe du tétraèdre. Donc c'est tout S4. Alors à l'intérieur, quelles sont ces transformations, quelles sont ces isométries? Il y a forcément l'identité, il y a autour, en chaque sommet, disons, si je prends le sommet qui est ici, on peut faire des rotations ici de 120 degrés autour de ce sommet. C'est aussi la même chose, donc ce sont les mêmes rotations que celles qui passent par les milieux des faces. Donc entre sommet et milieu d'une face, il y a des rotations, et pour chaque sommet, donc, il y a en tout 2 rotations d'ordre 3, sinon il y a l'identité en plus, mais 2 rotations d'ordre 3, et comme il y a 4 sommets, ça nous fait 8 rotations d'ordre 3. Pour les arêtes, si on prend 2 arêtes comme ceci, et si on prend une arête et qu'on trace une droite qui rejoint les milieux de ces arêtes, il y a une rotation d'ordre 2. Une seule pour chaque paire d'arêtes, ça nous fait en tout 3 rotations qui passent par les milieux des arêtes et qui sont d'ordre 2. Et puis bien sûr il y a des transformations des isométries négatives. Alors on peut prendre les symétries qui contiennent, dont l'axe contient un milieu d'une arête et l'arête opposée. Donc ça nous fait des symétries ici. En tout, il y a 3 paires d'arêtes, il y a 6 symétries de cette sorte-là, et qui correspondent juste à des transpositions. Et puis il y a aussi les 4 cycles. Alors les 4 cycles sont plus difficiles à réaliser, mais en gros, on envoie ce sommet ici, ce sommet là, ce sommet là, ce sommet là. Alors ça s'obtient difficilement comme une symétrie, ça n'est pas une symétrie, c'est une composition de... Bon, c'est une composition de symétrie, mais les plans de symétrie sont difficiles à déterminer ici. C'est une composition de 3 symétries. Et ce sont en fait tous les 4 cycles, et il y en a 6 dans S4. Parlons maintenant du cube, qui est mal positionné. Voilà le cube. Alors, le cube, ou l'octaèdre, c'est pareil, puisque ce sont des figures duales, elles ont le même groupe d'isométrie. Alors, bien sûr, le groupe du cube est un sous-groupe de S8, parce qu'il permute les sommets, mais c'est pas très économique. Il vaut mieux le voir comme un sous-groupe de S6, 6 étant les 6 sommets de l'octaèdre. Donc, c'est un sous-groupe de S6, donc c'est un sous-groupe d'un groupe de 700 à 720 éléments, c'est un peu gros, mais on va pouvoir remarquer qu'il y en a beaucoup moins que ça. Alors, on peut faire la même chose que tout à l'heure, considérer cette petite cellule, ici. Si on peut la promener le long d'une face, donc il y a 8 cellules par face qui correspondent, et on peut aussi l'envoyer sur une autre face. Donc en tout, il y a 6 fois 8, 48 petites cellules, et déterminer où cette cellule va, où cette cellule en rouge va, détermine totalement l'isométrie. Donc ça veut dire qu'on a entièrement déterminé notre groupe des isométries, il a 48 éléments. On aurait pu aussi regarder l'image d'un coin. Donc il y a 48 éléments dans le groupe des isométries du cube. On va juste s'intéresser aux isométries positives. Il y a l'identité. Il y a 8 rotations d'ordre 3 qui passent par les sommets. Donc regardons un sommet. Ici on a 2 rotations pour chaque paire de sommets. 2 rotations d'ordre 3 pour chaque paire de sommets. Et ça nous fait 4 paires de sommets. Ce qui nous fait 2 fois 4, 8 rotations d'ordre 3. Si on prend maintenant les arêtes, alors voici, si on prend 2 arêtes, et les milieux des arêtes, et on fait la rotation par l'axe qui joint les milieux des arêtes, on s'aperçoit qu'il y a une rotation d'ordre 2. Et ça marche pour toute paire d'arêtes opposées. Il y a 12 arêtes, donc 6 paires d'arêtes opposées, et donc 6 rotations d'ordre 2 qui passent dont l'axe passe par les milieux des arêtes. Pour les faces, on a 2 rotations d'ordre 4 et une rotation d'ordre 2, donc il va falloir les distinguer. Mais pour chaque paire de faces, il y a en tout 3 paires de faces, donc 3 fois 2 rotations d'ordre 4, 6 rotations d'ordre 4, et 3 fois 1 rotation d'ordre 2, 3 rotations d'ordre 2.
Et si on fait la somme, hein, si on regarde combien il y en a, en tout, il y en a bien 24. 24 isométries positives. Au sein des isométries, il y a la symétrie centrale qui est négative parce qu'on est en dimension 3. Et donc la symétrie centrale, composée avec une isométrie positive, va nous donner une isométrie négative. Donc ça complète les 24 éléments restants du groupe des isométries. C'est simplement la symétrie centrale composée avec une de ces rotations ou l'identité. Pour l'icosaèdre ou le dodécaèdre, hein, donc, puisque ce sont des figures duales, ça revient au même. Donc le groupe de l'icosaèdre ou du dodécaèdre est un peu... On pourrait faire exactement la même chose, hein, considérer des petites cellules et compter combien il y en a. Alors si on compte les petites cellules, il y a 6 cellules par face et il y a 20 faces, donc 6 fois 20, 120 isométries. Et une autre façon de le faire, c'est de considérer ces arêtes. Hein. Donc prenons les arêtes en rouge ici sur le dessin. Donc il y a 3 paires d'arêtes ici rouges. Ces arêtes en fait sont perpendiculaires entre elles. Si on s'y laisse faire, voilà, sont perpendiculaires entre elles. Toutes les arêtes rouges sont perpendiculaires entre elles. Ces paires sont perpendiculaires entre elles. Donc il y a en fait ces 3 paires, ces familles de 3 paires peuvent être envoyées sur n'importe quelle autre famille de 3 paires d'arêtes, hein, de couleurs différentes, et il y a 5 familles de ce genre-là. Au sein de la paire rouge, une fois qu'on sait, de la famille rouge, une fois qu'on sait sur quelle couleur elle va, au sein de la famille rouge, on peut bien sûr les permuter entre elles. Hein. Ces 3 paires d'arêtes peuvent être permutées, donc il y a 6 permutations de paires d'arêtes. Et ensuite, on peut changer l'orientation et il y a 4 façons possibles d'orienter ça. Donc ce qui nous fait aussi 120 isométries. Donc il y a 120 isométries dans le groupe de l'icosaèdre. Alors il y a l'identité bien sûr. Par les sommets opposés, il y a 4 rotations d'ordre 5. Et comme il y a ici 6 paires de sommets opposés, ça nous fait 24 rotations d'ordre 5. Pour les arêtes, il y a des rotations d'ordre 2, voilà, dont l'axe passe par les milieux des arêtes. C'est valable pour chaque paire d'arêtes opposées. Il y a 30 arêtes, donc 15 paires, et donc une rotation d'ordre 2 par chacune de ces paires, ce qui nous fait 15 rotations. Et pour les faces, donc regardons les milieux des faces, ici on a donc 2 rotations d'ordre 3. Il y a 20 faces, donc 10 paires de faces opposées, donc 2 fois 10, 20 rotations d'ordre 3. Donc ça, ce sont toutes les isométries positives. Et à nouveau, la symétrie centrale est présente, donc on peut déterminer toutes les isométries négatives comme étant la symétrie centrale composée avec une rotation. Voilà donc ces groupes d'isométrie pour tous ces polyèdres réguliers. Alors pour aller plus loin, parce que là on a fait un joli travail, c'est un joli travail assez amusant, mais on pourrait aller plus loin et il y a beaucoup à en dire. Chaque fois qu'on découvre quelque chose en science, ça ouvre énormément de possibilités, c'est le cas ici. On peut généraliser à d'autres polyèdres, hein, des polyèdres quasi réguliers. Alors on prend un cube et puis on en coupe les sommets, ça nous donne un cube tronqué. On prend un octaèdre, on coupe les sommets, ça donne un octaèdre tronqué, et intermédiaire, il y a le cube octaèdre. Tout ça, ce sont des polyèdres réguliers, non réguliers, quasi réguliers en fait, et ils ont des groupes d'isométrie aussi. Hein. Le cube octaèdre, par exemple, a des isométries intéressantes. C'est le même que... Enfin, je veux dire. Donc, on peut faire des généralisations de ce genre-là, donc des polyèdres quasi réguliers où les faces ne sont pas réparties régulièrement, ne sont pas toutes identiques, par exemple, ou ne sont pas réparties régulièrement autour des sommets, etc. Donc ces objets-là, on peut étudier leur groupe d'isométrie. Et on pourrait aussi étudier les polyèdres réguliers non convexes, les polyèdres étoilés, et déterminer aussi leur groupe d'isométrie. On peut aussi augmenter le nombre de dimensions. Alors c'est assez intéressant si on regarde que les polyèdres deviennent du coup des polytopes.
Alors en dimension 4, il y en a 6. On en a vu 5 en dimension 3, et il y en a 6 en dimension 4. Et en fait, s'il y a un polyèdre, un polytope intermédiaire entre le tétraèdre et l'octaèdre, qui apparaît, qui n'existe pas en dimension 3. Et puis alors là où ça devient stupéfiant, enfin étonnant, c'est quand on passe en dimension strictement plus grande que 4, il n'y en a plus que 3. C'est la généralisation du tétraèdre, la généralisation du cube et la généralisation de l'icosaèdre, de l'octaèdre. Donc on a le cube et l'hypercube et l'hyperoctaèdre et l'hypertétraèdre. Alors l'hypertétraèdre s'appelle le simplex, hein, si jamais. On peut aussi faire autre chose, hein. On remarque qu'en fait, il y a une hiérarchie parmi les objets qui constituent un polyèdre, hein, ou un polytope. Donc il y a des sommets, des arêtes, des faces, et puis les sommets délimitent les arêtes ont des sommets en commun, les arêtes délimitent les faces, et les faces ont des arêtes en commun. Donc il y a une sorte de relation d'appartenance, une relation d'ordre entre ces objets, ce qui nous permettrait de faire ce qu'on appelle un diagramme de Hasse, mais oublions. Et les groupes d'isométrie doivent préserver cette hiérarchie. Donc les généralisations des groupes d'isométrie, on obtient ainsi des polytopes abstraits et des groupes d'isométrie entre guillemets abstraits qui donc préservent la hiérarchie de ces objets. Ce qui est utile dans beaucoup de théories, il ne faut pas croire, hein. Ces relations d'appartenance sont utiles. On remarque aussi que les polyèdres sont engendrés par une cellule. Hein, on a vu ça, entre ces petites cellules rouges, on a compté le nombre de cellules, puis ça engendrait tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces polyèdres sont engendrés par des cellules auxquelles on applique des miroirs, des symétries. Et les symétries vont engendrer tout le groupe du cube et tout le groupe des polyèdres. Et la question est de savoir comment se répartissent, quelles sont les relations entre ces miroirs, s'ils sont perpendiculaires ou pas, quel est l'angle entre eux en fait. Et avec ça, on peut créer le groupe, recréer le groupe. Et le groupe se représente du coup par un diagramme qu'on appelle le diagramme de Coxeter-Deakin, ou Coxeter tout court. Et ça permet d'étudier des choses beaucoup plus générales dans les géométries non euclidiennes, etc. Une autre question, donc on a une cellule qui engendre tout le polyèdre. Alors prenons une cellule et un groupe de miroirs. Et la question c'est, est-ce que ça remplit tout l'espace ? Alors la réponse, ça dépend, et surtout ça nous ouvre disons, la voie toute tracée au groupe de frise, au groupe de pavage et au groupe cristallographique. Alors groupe cristallographique, c'est pas pour rien, c'est utilisé énormément en cristallographie afin de déterminer la forme de la maille fondamentale d'un cristal. Et finalement, dernière ouverture, qui est celle que nous allons choisir, c'est on remarque donc que ces groupes agissent sur les objets, hein, sur les sommets, les arêtes, les faces. On a une action du groupe. Et cette notion d'action de groupe, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer dans la théorie des groupes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.